C'est ma chaîne secondaire ou quoi? Alors bienvenue dans cette petite vidéo bonus de la vidéo principale de la saga Hélène et les garçons, de la fin de l'enquête. Vous le savez maintenant. J'ai retrouvé Hélène! Et j'ai pris des petites notes du coup pour vous raconter un peu du coup. Alors voilà, dans cette vidéo il y aura des extraits bonus. Il y a eu les fameux épisodes où je crois que vous avez eu une petite aventure tous les deux. Et il y a un bisou, un truc? Je me rappelle dans le bêtisier, il y en a un de vous deux qui est mort de rire tout le temps. Lui était plus gêné que moi. Oui. Il y aura des petites scènes coupées. J'ai un rôle pour vous peut-être dans le ministère de l'amour. Très bien. Et je vous remercie encore. Parfait, merci à vous. Mais vous allez vraiment me faire jouer dans la série du coup là? Bah oui. Je vais vous parler des coulisses de mon enquête, bien évidemment. Je vais vous parler de mon vrai rapport avec les séries AB Productions, parce que vous l'aurez compris, dans la saga, dans mon enquête, il y a beaucoup de trucs vrais, il y a des trucs qui sont fictionnés, mais en tout cas, mon personnage est teubé du début à la fin, vu qu'il mélange fiction et réalité, et ce n'est pas le cas de moi dans la vraie vie. Je vais vous raconter ça, et puis je vais vous raconter aussi un peu qui est vraiment Jean-Luc Azoulay. C'est du one-shot, hein. Là ça va bafouiller, ça va prendre son temps, on est à la cool, c'est entre nous. Il y aura des informations peut-être qui seront un peu erronées sur l'histoire des sitcoms. N'hésitez pas dans les commentaires à me reprendre. J'ai diffusé la saga la semaine dernière au Frame Festival à Avignon. C'était un kiff de vous rencontrer, merci à vous d'être venus, de vous montrer ça en live, d'entendre des vrais rires et tout sur les vidéos, j'avoue, bah ça fait plaisir. Avant YouTube et tout, je passais des vidéos dans des festivals, j'entendais les gens rire et c'est un truc qui manque un peu des fois. J'ai répondu après la projection aux questions du public, donc je sais à peu près quelles sont potentiellement les questions que vous avez envie de poser. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Au début de ma chaîne, dans la continuité directe de mes stories Snapchat, parce que l'impulsion pour créer cette chaîne YouTube, c'était vraiment les stories Snapchat que je faisais à l'époque et qui m'amusaient beaucoup, et je me suis dit, bon bah fais des stories qui restent. Donc au début c'était vraiment ce truc-là. Au début de ma chaîne, j'y mets un peu de mes kiffs en général, mais on a donc retrouvé un peu de Ranma. Ranma, donc c'est le manga culte de Rumiko Takahashi que j'ai découvert au Club Dorothée, donc il y a un lien hein, quand j'étais petit et que je kiffe encore aujourd'hui. Les gens qui me suivent sur Instagram le savent. Oui, parce que je suis plus sur Snap. Venez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Mais voilà, il y a cette vidéo sur Ranma que pareil, j'ai sorti au début de ma chaîne, donc peu de gens ont vu. Et ça ressemble un peu à la vidéo Hélène et les garçons, dans le sens où je suis au Japon et je recherche un vrai décor qui a inspiré la mangaka Rumiko Takahashi pour un décor de Ranma. C'est une vidéo forte en émotion, encore une fois. Non, c'est pas du tout le moment de venir sur le bureau. Du coup, voilà, au début de ma chaîne, j'y mets un peu de mes kiffs en général, dont Hélène et les garçons. Souvent dans mes stories Snapchat, je matais les garçons le matin et je faisais des vannes sur des trucs qui se passaient dans les épisodes. Du coup voilà, cette vidéo au final, la première vidéo de cette saga, c'est une adaptation de mes stories Snapchat en format YouTube. Et c'est un truc que je kifferais bien faire sur Twitch. Je parle souvent sur cette chaîne du fait que j'ai envie de streamer. Je ne le fais pas parce que je suis pas équipé, que j'ai la flemme de le faire, que j'ai bof le temps, tout ça. Mais bon bref, l'équivalent de cette vidéo YouTube, je la transformerais bien sur Twitch en matin avec vous en direct et les garçons le matin sur AB1. Bref, je fais cette vidéo du coup sur ma chaîne YouTube où je regarde les garçons au petit déjeuner. Je me disais que j'en ferais peut-être d'autres. Au final, je le fais pas. Déjà pour la vidéo a pas cartonné de fou, ce qui est pas très surprenant. Les jeunes générations ne connaissent pas Hélène et les garçons. C'est d'ailleurs aussi ça qui m'intéresse, c'était d'essayer d'expliquer un peu ce que c'était. Ce que j'ai fait au final dans le dernier épisode, c'était aussi de manière ludique de vous expliquer cette aventure folle qu'ils ont vécue et que je trouve très tripante. Et c'est aussi ce que je vais continuer de faire dans cette vidéo. Puis j'ai pas fait de suite aussi à cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'elle était assez riche. Parce que sans que je le prévoie, parce que c'était vraiment en impro, dans la vidéo, il y a un truc où je vais sur un des décors, parce que je me rends compte qu'ils ont tourné un truc à Gare de l'Est, donc je vais sur place, donc ce qui est déjà un peu foufou. Ensuite j'écris à Hélène. Enfin voilà, le côté interaction avec la série était déjà assez fort pour un premier épisode. Et surtout, je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de faire la suite tout simplement de ce truc-là. Quand je me suis dit, bah la lettre que j'envoie à Hélène dans la vidéo, bah tout simplement elle va me revenir. Et quand elle va revenir, je pourrais jouer au con et me dire, bah c'est bizarre quand même. Et mélanger présent, passé, fiction, réalité, et aller à la fac pour chercher Hélène directement. Et déjà à l'époque je me disais, si ça se goupille bien, ça pourrait m'amener à vraiment rencontrer Hélène. J'avais cette idée en tête, et là on nous a proposé, dans la vraie vie, avec Freddy et Anis, grâce à Panayotis qui nous a mis sur le coup, de présenter une émission sur AB1, l'émission Fail Army. Vous êtes nombreux à avoir pensé que c'était vraiment un sketch, que c'était une fausse émission, que c'était juste un délire pour ma vidéo, la fameuse vidéo censurée où on va faire cette émission avec Freddy et Anis. Je pensais que ça serait clair, mais pas tant que ça. C'est une vraie émission. Quand cette émission est partie en prod, moi je leur ai parlé du fait que j'avais en parallèle cette histoire sur ma chaîne et que je pourrais utiliser la suite de mon enquête pour faire en même temps la promotion de l'émission. La vidéo vous avez vu où je m'infiltre chez AB1, ils étaient au courant, c'était en confidence évidemment avec eux. Je suis pas rentré là-bas en me faisant passer pour Freddy Gladieux et j'ai pas proposé cette idée en impro, elle existait déjà. J'ai juste mélangé fiction et réalité.
ma grande passion. Donc ça les a amusés, ils m'ont laissé porter le t-shirt Hélène avec un point d'interrogation. J'ai sorti cette vidéo juste avant que l'émission sur AB1 commence à être diffusée. Au final, elle a été censurée par YouTube cette vidéo, donc ça n'a fait pas beaucoup de promo pour l'émission du coup. Mais bon, de toute façon, malheureusement, vous n'êtes pas nombreux à voir AB1. Si vous voulez triper un peu sur Hélène et les garçons au petit-déj comme moi, si vous avez la Freebox, c'est la chaîne 51. Vous pourrez voir notre émission Fail Army, qui, on en fait plus, hein, on en a tourné genre 20-25, et elles sont rediffusées en boucle perpétuellement le mercredi soir à minuit et demi, 1h. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que du coup, avec cette émission, on est rentré dans le catalogue AB, qui passe en boucle toutes les sitcoms d'AB Productions, fait partie avec Freddy Anis des émissions qui sont diffusées en boucle. C'est une chose qui me plaît beaucoup, d'être rentré dans ce catalogue. Petite précision, parce qu'on m'a demandé ça au Frame Festival, comment ça se fait qu'on avait une émission sur AB1 et que je pouvais pas rentrer en contact avec Azoulay? En fait, Azoulay n'est plus dans le AB Group, donc j'avais beau bosser dans la chaîne dans le groupe qui a les droits d'Hélène et les garçons et qui diffuse Hélène et les garçons, ça veut pas dire que j'étais en contact avec Azoulay, c'était plus la même boîte. Azoulay a sa propre boîte qui s'appelle JLA. Donc comme vous le savez, ma première vidéo enquête où je vais à la fac, où je m'infile sur AB1, cette vidéo a été censurée et je vous avoue que ça m'a vénère de fou parce que je m'étais donné pour cette vidéo. Ça parle d'une thématique qui m'est chère, vous le voyez, vu que j'ai poussé le truc sur longtemps, j'ai jamais lâché. Il y avait des phases quand même où je faisais autre chose, ça me saoulait. Mais je m'y suis toujours remis et je voulais boucler ce truc là quoi. Et quand la vidéo était censurée, moi je vous avoue qu'au début j'avais très peur que ce soit directement Azoulay, parce que dans la vidéo, quand je l'ai reposté cette vidéo plus tard, j'ai enlevé un peu des trucs parce que j'avais dit notifier à Jean-Luc Azoulay sur Twitter, j'avais mis des exemples de tweets à copier-coller dans la description, et j'avais peur qu'il l'ait pris un peu en mode harcèlement. J'ai eu peur que ce soit lui ou que ce soit tout simplement Hélène, ça c'était vraiment ma peur. Parce que mon but c'était de toucher Azoulay, de le faire marrer et qu'Hélène trouve ça rigolo. Si c'était eux qui avaient bloqué la vidéo, je vous avoue que c'était un échec cuisant. Je finis par digérer le fait que cette vidéo est censurée et je me dis bon, on va l'utiliser en fait. Je sors une vidéo où je cherche Hélène, tout d'un coup elle est censurée, oui, narrativement c'est intéressant. Ça alimente cette histoire de qu'est-ce qui se passe, il y a un truc chelou autour de la disparition d'Hélène. Je fais une vidéo où je vous explique tout ça, où je vous demande de vous abonner, parce que du coup, on m'explique que je peux demander à YouTube des explications que si j'ai 100 000 abonnés. À l'époque, j'en ai que 80 000. Donc, je fais cette vidéo qui passe toujours aujourd'hui un peu pour une blague en mode « Ah, la manœuvre pour avoir des abonnés et tout ». Bah, je suis pas contre avoir plus d'abonnés à l'époque, mais toutefois, c'était une vraie démarche parce que ça me rendait fou ce truc-là. Je voulais savoir. Je finis par avoir 100 000 abonnés. Je rentre dans le programme machin, partenaire, bidule et tout, où je peux poser une question. On ne me répond pas. Grâce à Axel Malivernet, qui me donne un contact chez YouTube, j'arrive à poser la question et à avoir une réponse. Et on m'explique donc que quelqu'un a porté plainte auprès de YouTube, quelqu'un qui ne voulait pas figurer dans la vidéo. Mais on ne peut pas me dire qui. Moi j'ai ma petite idée de qui c'est, vu que 2 jours après la sortie de la vidéo, de base on m'a dit il y a une personne à telle minute dans la vidéo qui ne veut pas apparaître dans votre vidéo, il faut la flouter. Je l'ai flouté. Je pars du principe que c'est ce gars, je l'ai flouté, ça n'a pas suffi, et du coup, c'est ce gars qui pose problème. Donc là, j'ai l'idée de reposter ma vidéo sur YouTube en enlevant cette personne pour voir si ça coince et ce qui se passe et tout. Donc cette vidéo, elle est sur ma chaîne, elle s'appelle « Je reposte ma vidéo censurée ». C'est donc dans cette vidéo que je vais à la fac et que je m'infile chez AB1. Au même moment, je poste une nouvelle vidéo enquête où je vous explique tout ce que j'ai appris. C'est la vidéo que j'ai tournée dans le décor de Sylvquin, qui est un bon pote à moi, on travaille ensemble chez Golden Moustache, et qui à l'époque avait une chaîne plus active qu'aujourd'hui, où il faisait des enquêtes numériques dans un joli décor. Et du coup, je me dis, ça fait un petit truc un peu cool, je vais dans son décor, et je raconte toute l'enquête que j'ai fait, et je raconte tous les nouveaux éléments que j'ai. Sachant que depuis que la vidéo a été censurée, j'ai des éléments sympathiques. Car le hasard fait que très peu de temps après la censure de ma vidéo, et là vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer cette news, parce que c'était quand même fou, genre, Hélène a vraiment été invitée à l'Elysée à l'occasion de la venue du Premier ministre chinois. Du coup, narrativement, c'était intéressant, parce que d'un coup, j'avais le coup de l'Elysée, et le coup du « Putain, vous m'avez dit qu'elle était dans une nouvelle série, Les Mystères de l'amour et tout ». Et pour les gens qui ne connaissaient pas du tout ça, bah du coup c'est trippant, on se dit « Quoi ? Putain mais ouais, d'accord ok, c'est Hélène et les garçons, mais il faut encore des épisodes aujourd'hui ». C'est suffisamment foufou pour que narrativement, ça soit intéressant dans une enquête dans le décor de Sylvquin. Donc je fais cette vidéo, où là je fais clairement appel aux comédiens et à Jean-Luc Azoulay. Car je veux passer par Jean-Luc Azoulay, parce que je sais qu'il faut qu'il me valide. Dans l'idée, je savais où la série était à peu près tournée et tout, mais j'avais pas envie d'aller devant le portail de la maison en mode Hélène, c'est pas frais, c'est bizarre, enfin voilà, je voulais être validé par Azoulay pour pouvoir aller sur le plateau idéalement, ou en tout cas rencontrer les comédiens et qu'ils soient rassurés. Parce que le truc, c'est que eux, ça fait 30 ans qu'ils bossent avec Azoulay. Donc quand Azoulay leur dit il y a un gars qui vient pour faire ça, ils disent ok, donc ils ont l'habitude. Parce que moi ma démarche elle est bienveillante, mais ça tu peux pas forcément le savoir. Mais pour passer par lui, je voulais lui donner envie. Qu'ils voient mes vidéos et qu'ils se disent c'est absurde ce gars et tout, on va faire un truc ensemble, ça va être rigolo quoi. Donc ça a pris 1000 ans, mais ça a fini par arriver. En vrai, je l'ai rencontré.
avant le Covid. En fait, quand j'ai fait cette vidéo enquête, parodie Sylvquin, plein de gens m'ont aidé. J'ai reçu plein de trucs, mais des gens, on se rapprochait de plus en plus du but. Mais comme mon but c'était de passer par Azoulay, je disais aux gens, je note, merci beaucoup, je reviens peut-être vers toi si j'ai besoin. Jusqu'au jour où je reçois un DM qui me dit, bon là j'ai pas le message mais je le mettrai à l'image, mais qui me dit en gros, je travaille avec Jean-Luc Azoulay, je lui ai montré ta vidéo, il est ok pour te rencontrer. Je n'y crois pas. Bah, comme on peut le constater, je sais plus ce que je lui dis, mais je n'y crois pas. C'est une vidéo mal préparée, c'est ma chaîne secondaire. Et je lui dis, non mais, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Bon, je dis ça, voilà, pas la peine de me paraphraser mal. Je suis comme un fou, il organise une rencontre, et on se rencontre, fin 2019. Alors pourquoi je suis comme un ouf? Qu'est-ce que ça représente pour moi toute cette histoire? AB Productions, Jean-Luc Azoulay et les garçons. Pour bien mesurer tout ça, revenons au tout début. Quel est mon vrai rapport aux séries AB Productions? Alors, pour info, je suis de 1983. J'ai donc, au moment où je vous parle, 37 ans, car je suis de fin d'année. Pour ceux qu'on fait S et qui tiqueraient. Jean-Luc Azoulay n'est pas que le producteur d'Hélène et les garçons, c'est aussi le producteur et créateur du Club Dorothée. Oui, parce que, même petite précision, c'est que sur Hélène et les garçons, dans la vidéo, je dis tout le temps qu'il est producteur. Parce que comme mon personnage mélange fiction et réalité, je voulais pas dire qu'il était scénariste. Parce que sinon, ça veut dire que je comprends que c'est pas la vraie vie. Mais en vrai, Jean-Luc Azoulay est le scénariste de tous les épisodes d'Hélène et les garçons et jusqu'à aujourd'hui les mystères de l'amour. Et il a aussi créé le Club Dorothée et écrit le Club Dorothée. Il écrivait les plateaux, il écrivait les jeux, bref, on y reviendra. Mais quand Jean-Luc Azoulay crée le Club Dorothée en 1987, j'ai donc 3 ans, parce que je suis de fin d'année. Donc j'ai très peu de souvenirs et je suis pas à fond sur le Club Dorothée tout de suite. Mais en tout cas, dans mes premiers souvenirs télévisuels, évidemment, le Club Dorothée est là. Donc le Club Dorothée, c'est Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier, Patrick, qui présentent une émission jeunesse, qui font des jeux, qui font tout un tas de trucs. Et arrivent les sitcoms, qui sont diffusés le soir. La première qui arrive, c'est Salut les musclés. J'ai peu de souvenirs de Salut les musclés parce que ça arrivait en 89. J'avais donc 5 ans. Je suis de fin d'année. Ça ne me branche pas plus que ça, de voir 5 darons en coloc dans une maison. Je me rappelle juste qu'il y a un running gag autour de Valériane, Valichéry, qui met des claques à Minet en disant Gouja. Voilà, c'était le truc qui me marquait. Je bloquais juste sur les running gags et le cuistot Eric avec l'accent. Je suis pas expert en tout, je suis pas journaliste. Je me rappelle juste qu'une fois, j'étais malade et j'étais dans le lit de mes parents et j'avais regardé Salut les musclés et ça m'avait encore plus pas fait trop kiffer la série parce qu'après je l'associais à un souvenir de malade. Faites gaffe quand vous êtes malade, regardez pas des séries parce que vous allez vous les gâcher. Moi quand je suis malade, je regarde de la merde. Moi mes premiers souvenirs de sitcom, c'est plus Sauvé par le Gong. Je suis fan absolu de Sauvé par le Gong que je regarde chez ma grand-mère en trempant mes princes dans du lait en rentrant de l'école primaire. Je veux me faire la coupe de Zach Morris. Je me rappelle avoir demandé à mes parents, parce que j'étais blond, s'il n'y avait pas de la bombe pour teindre les cheveux en plus foncé sur les côtés. Parce que Zach Morris, il avait les cheveux plus foncés sur les côtés. J'ai vraiment demandé ça à mes parents. Ils m'ont dit non. Et j'étais fou amoureux de Kelly Kapowski, Tiffany Amber Thiessen. Mon premier amour, mon premier fantasme, pour dire les choses simplement. Mais la première sitcom AB Productions qui va vraiment m'accrocher, je crois qu'elle arrive en 91, donc j'ai 7 ans, vu que je suis de fin d'année. J'ai kiffé Premier baiser. Je me rappelle plus trop ce que j'en pensais, mais je me rappelais que je kiffais pour une raison. C'est qu'il y avait donc le Dorothée Magazine, auquel j'étais abonné, et qui parlait de tous les trucs du Club Dorothée. Et dans le Dorothée Magazine, il y avait des romans photos avec des screens, des épisodes avec des bulles, mais il y avait aussi des épisodes racontés comme dans un livre, et tu pouvais les découper et les plier. J'aimais pas trop lire des livres, et je me rappelle que j'avais dit à mes parents, si c'est ça les livres, ouais ça j'aime bien. Si c'est ça les livres, je veux bien faire elle. Bon j'ai honte évidemment, mais voilà, c'est mon vrai rapport au truc. Donc là on arrive à une époque où je suis en CM1, CM2, et il faut bien dire que tout ce que tu kiffes quand t'es en CM1, CM2, 6ème, en gros quand t'as 9-10 ans, c'est des trucs que tu vas kiffer toute ta vie, qui sont dans ton cœur. Et donc, après Premier baiser, 3e sitcom AB Productions, Hélène et les garçons. C'était ça a tout pété à l'époque, c'était un vrai phénomène de société, comme on dit. Ça faisait 6 millions de spectateurs tous les soirs. Il y avait plus de gens qui regardaient la télé qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas internet et tout machin, mais pour info, genre The Voice, Danse avec les stars machin, c'est genre 4 millions de personnes. C'était un peu l'équivalent au début des années 2000, on a eu le Loft, qui fascinait tout le monde et qui en même temps était très critiqué. Ah, j'ai plus de batterie. Vous avez vu, vous avez même les coulisses. Vous voyez quand je change la batterie, ça c'est pas sur la chaîne principale. Là aussi j'ai un souvenir qui me rappelle, enfin je ne peux que constater que j'étais très fan d'Hélène et les garçons, c'est une punition. Je me rappelle qu'une fois, je sais pas ce que j'avais fait, mais j'étais puni et j'avais pas le droit de regarder Hélène et les garçons. Et c'est un truc dont je me rappelle aussi parce qu'on l'a remis en scène avec mon frère pour les 50 ans de mon père. Enfin on a refait sa vie en gros en film. Je joue moi-même mon père qui me surprend pendant que je regarde Hélène et les garçons en secret alors que j'ai pas le droit. Donc là vous allez me voir en 2005 qui joue moi et qui joue mon père avec une perruque.
C'est comme ça qu'on est puni, hein? C'est les devoirs, ça, les garçons? En tout cas, les images, c'est pas pour aujourd'hui. Papa, s'il te plaît! Et du coup, double punition. J'avais pas le droit d'avoir des images Panini. Mon père nous tenait avec des images Panini. Je me rappelle d'une époque où on était très sages grâce aux images Panini d'Olive et Tom. Après, en tant que spectateur, ce dont je me rappelle, c'est que dans la série, de toute façon, la série, elle était vraiment bien branlée. Il y avait ce délire de les 2 chambres, sur le campus, avec les colocs, la cafette, le garage, dans les délires un peu d'azoulé, ce qui me faisait triper. Bon, il y avait évidemment le couple culte Cricri-Johanna, qui est le truc qui a marqué tout le monde. José, évidemment, au synthé. Et je me rappelle que je kiffais, il y avait un délire où Johanna, elle faisait l'entremetteuse, et elle faisait tout pour que Lali et Sébastien se mettent ensemble. Ça, je me rappelle que je tripais là-dessus quand j'étais gamin. Après, je me rappelle du producteur de musique Thomas Fava, qui était méchant. Enfin, ça, c'est des trucs qui m'ont marqué quand j'étais petit. Et le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'est la drogue. Le fameux truc culte, sur lequel je tombe par hasard dans le tout premier épisode de cette saga, quand je regarde au petit déjeuner la série, c'est Cricri qui se drogue. Donc ça m'a choqué, parce que tu voyais bien qu'il était dark et tout, et tu comprenais pas trop, puis en plus c'était un peu mélangé au cul, parce que ça m'a... En fait, cette image qui m'a choqué, c'est celle qu'on entreaperçoit vite fait dans l'épisode au début, c'est quand ils comprennent qu'ils se droguent toujours, et que c'est Ariel qui lui vend la drogue, il tombe sur eux au garage et il est torse nu avec elle. Donc soudainement il y avait un truc, je voyais bien qu'il y avait un truc un peu de sexualité, mais je comprenais pas. Il était torse nu, il se droguait, il était méchant et tout, et je pense vraiment que ça m'a éloigné de la drogue. Je pense pas que dans aucune fiction ou quoi que ce soit et tout avant, j'avais été confronté à la drogue de manière aussi explicite en tout cas. Donc Hélène et les garçons, pour moi, c'est mon premier rapport à la drogue. Donc Azoulay, il faisait chanter tout le monde, mais je crois pas que j'étais fan de Hélène. Je me rappelle que mon premier single, je crois que je devais être en CM2, c'était le single de Mallory Nataf. Les filles, c'est très compliqué, et en deuxième track, il y avait Fleur Sauvage. Je kiffais beaucoup Mallory Nataf, Lola, du Miel et les Abeilles, et je crois que c'est mon premier single acheté. Autre série qui m'a marqué, le Miel et les Abeilles, c'est 92. En 93, il a sorti Jean-Luc Azoulay, toujours, il a sorti Les filles d'à côté, sitcom culte qui est sorti avant Friends, et dont le pitch, c'est quand même 2 mecs en coloc, et sur le même palier, 3 meufs en coloc. On va pas dire que c'est copié, mais en tout cas c'est fou. Sauf qu'il se retrouve pas au Central Perk, mais il se retrouve à la salle de sport. Et dans la salle de sport, il y avait le cultissime Gérard Vives, que j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait toujours un peu des personnages secondaires un peu fantasques dans les sitcoms de production. Dans Le Miel et les Abeilles, c'était Giant Coucou, en gros. Je vais pas rentrer dans les détails à fond, parce que sinon on en a pour 7 ans. Bref, j'aime beaucoup Gérard Vives. Et encore une fois, ça je le sais, parce que j'ai un souvenir qui me rappelle que je suis fan de lui. C'est que mes parents divorcent genre en 94 et mon père rencontre une nouvelle madame, ma belle-mère, et il s'avère qu'elle était dans le milieu du sport, de la danse et tout, et elle connaissait Gérard Vives. Alors elle l'avait pas revu depuis qu'il jouait dans les sitcoms AB, mais du coup elle a eu la gentillesse d'organiser un dîner. Donc j'ai dîné chez mon père et ma belle-mère avec Gérard Vives. Donc ça pour moi c'est un souvenir incroyable, que je raconte d'ailleurs dans Askip, l'émission Twitch de Valentin Vincent et Julien Josselin. Je vais pas la raconter ici, mais du coup je vais chez mon père, on fait une fondue ratée. Donc pour eux c'était un moment social un peu compliqué. Moi j'avoue je m'en foutais complètement que la fondue soit ratée, parce que j'ai eu un autographe de Gérard Vives. Il est ici. Donc je ne peux que constater que j'étais très fan, parce que je me rappelle j'étais comme un ouf d'avoir cet autographe là. Et a priori, il est au mur chez moi aujourd'hui donc... Après, je me rappelle que c'est aussi une époque où là, moi, du coup, quand je le rencontre, du coup, ça devait être en 94-95. Donc ça y est, moi, j'étais rentré au collège, là. J'étais en 6ème. Donc, tu disais pas au collège, je suis fan d'Hélène et les garçons, ça n'existe pas. Sachez que même les mangas, c'était chaud. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais vous avez vu cette magnifique figurine de Tsume Art de Ranma 1,5 que je vais filmer, parce que bon, apparemment, c'est le concept interactif de cette vidéo. Quelle beauté. Mais en tout cas, sachez les jeunes que vous avez beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir kiffer les animés ouvertement. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé de fou, les gens ils regardent des animés, c'est tranquille. Nous à l'époque, c'était un peu... Les dessins animés, c'était pour les bébés. C'était le concept, quoi. Super époque. Tout ça pour dire que je suis pas du tout arrivé le lendemain au collège avec mon autographe de Gérard Vives en mode regardez, j'ai un autographe de Gérard Vives. Non, c'était la honte, c'était scred. Après, 5ème, 4ème, 3ème et tout, je crois que je regardais plus ces sitcoms là, ou alors vraiment en fond. Il y avait déjà un rapport qui se décalait un peu, parce que tu grandis et tu te rends compte que c'est un peu cheap. Mais il y a une série qui est arrivée quand j'étais en 3ème qui a fait du bruit. Enfin, soudainement, les sitcoms et productions ont repris de la place dans ma vie. Cette série en question, c'est la série des To Be Free. Et les To Be Free, boys band phares des années 90, ont eu leur sitcom du coup en 97. Et ce qui me fait triper quand j'y repense, c'est que je me rappelle que ça m'avait surpris. C'est-à-dire que je m'étais dit, les To Be Free, qui a priori pour moi était un groupe
classe, parce que je me disais, mais ils font une sitcom AB Productions, ça va être cheap quoi, tu vois. Pour moi, ils méritaient un truc plus classe que ça. Donc voilà, ça montre aussi que du coup, je trouvais déjà que les sitcoms AB étaient un peu cheap. Mais ça me fait rire aussi d'imaginer que je me disais, mais d'où les To Be Free, ils vont se griller à faire une sitcom AB Productions, alors que c'est les To Be Free quoi. Je critique pas, mais bon, c'est les To Be Free. Mais du coup voilà, là je me rappelle que le rapport à cette série, c'était une espèce de fascination, parce que soudainement tu voyais les To Be Free dans l'univers AB Productions, avec les textes d'Azoulay, avec les mêmes lubies habituelles et tout, et ils jouaient pas bien, et c'était fascinant. De toute façon, c'est ça le concept, hein, c'est que je trouve que tout ça c'est fascinant. On tripe dessus avec mon frère, avec mon grand frère, c'est ça aussi qui fait que j'ai un lien hyper fort au truc, c'est que ça nous amuse tous les deux, ce truc depuis toujours. Mais sur la sitcom des To Be Free, je sais qu'on tripait aussi beaucoup dessus avec mon cousin. Il avait réécrit sur ordi, il avait imprimé, il avait relié le scénar du premier épisode des To Be Free. Oui, j'ai des gens exceptionnels dans ma famille. Donc on connaissait par cœur la première scène et tout, c'était Ramba quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait Adèle? Je sais que c'est culte pour d'autres gens, j'en parlais une fois avec Kemar, qui est un petit peu plus jeune que moi, donc du coup pour lui le culte c'est un peu plus tard, et du coup pour lui c'est la sitcom des To Be Free. Et ça se ressent d'ailleurs dans sa parodie Tout pour le muscle, il aimait bien la sitcom AB de cette époque. Mais qu'est-ce qu'il fout Adèle? Ouais, je crois que c'est Adèle hein, qui est en retard dans la première scène. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait Adèle là? Et ça c'est l'essence de 50 000 séries de AB Productions. Il y a toujours un gars en retard. Et petit aparté, j'ai aussi définitivement lâché, parce que là c'était second degré, mais c'est aussi parce qu'on avait rien d'autre à se mettre sous là-dedans. Moi, après mon délire Club Dorothée, j'ai kiffé toujours Ranma et tout, les mangas, les animés. Mais ce qui a pris de la place aussi, c'est nulle part ailleurs. C'est Canal+, j'étais à fond là-dedans et tout. Et à un moment donné, il y avait plus rien en fait. Avant que les Robin des Bois, Jamel et Rick et Ramsey arrivent, il y avait rien. À un moment donné, il y avait rien. Et du coup, la seule chose que tu pouvais te foutre sous la dent, c'était des sitcoms second degré et tu te marrais sur les To Be Free. Mais ce qui est marrant de se dire, c'est que exactement au même moment, à la même heure, pendant que moi je regardais les To Be Free, il y avait Friends sur France 2. Et à un moment donné, j'ai percuté Friends. La même année, Eric et Ramsey, Jamel, les Robin des Bois. Enfin voilà, soudainement, il y avait vraiment des trucs à se mettre sous la dent. Donc les To Be Free, j'ai arrêté. Je trouve ça ouf de me dire que je regardais les To Be Free alors qu'il y avait Friends sur France 2, quoi. Pour la petite anecdote, je m'étais aussi rendu compte que la première sitcom Azoulay, c'était Salut les musclés, et c'est l'histoire d'un groupe de musiciens qui vivent ensemble en coloc. Et sa dernière sitcom qu'il a fait sur TF1, c'est Pour être libre, et c'est une sitcom où c'est 3 musiciens qui vivent ensemble en coloc. Donc c'est... En vrai, la dernière sitcom du type qu'il a fait Azoulay, c'était pas sur TF1, c'était sur France 2, et ça les gens sont pas forcément au courant parce que c'était pas affilié AB Productions, il s'appelle Le Groupe. Et ça je sais que les gens de la génération d'Anis, les gens qui ont en gros 28, 30 ans, c'est ça vous que vous avez vu quand vous étiez jeune. Anis en l'occurrence par exemple, lui je sais qu'il regardait cette série, et qu'il a voulu aller à la fac, parce qu'au début du générique du groupe, il y avait de l'eau, il y avait un petit étang et tout, il se disait mais c'est trop bien la fac. J'aime beaucoup cette anecdote. On nous l'avait vendu en nous disant c'est le Friends français, et quand on a vu le truc commencer, on s'est dit ben non, c'est exactement comme d'habitude. Et oui, pour cause, c'est Azoulay qui produisait. Donc ça c'était genre en 2001, et c'est la dernière qu'il ait faite de ce type. Mais avant le groupe, avant et après le groupe, ce qui a surtout fait Azoulay, c'est que quand le Club Dorothée s'est arrêté, il a monté sa boîte, J.L.A, il avait plus les plateaux, les machins et tout, donc la bonne idée, ça a été de prendre tous les comédiens d'Hélène et les garçons, et de les envoyer sur une île, avec leur consentement, pour faire la série Les Vacances de l'amour. Moi, ça c'est une série que je ne regardais pas premier degré, ça passait le matin sur TF1 vers 11h dans mon souvenir, et des fois je tombais dessus et je me disais mais ce mec est ouf, c'est les gars d'Hélène et les garçons sur une île, qui font des bails. Donc je checkais un peu, mais je me rappelle que le fait que les gens tripaient dessus en mode c'est cheap permettait aussi de s'en amuser. Parce qu'en vrai, même moi, quand je fais des stories où je dis regardez, c'est nul, c'est aussi une accroche. Mais en vrai, j'ai surtout envie d'en parler parce que ça me fait triper. Mais c'est vrai que l'axe c'est mal fait, c'est un axe qui parle à tout le monde, parce que même si tu connais pas, tu trouves ça marrant que ce soit mal fait. Et du coup, je me rappelle que c'est via cette série que l'univers AB est resté un peu... il y avait toujours cette affection et tout, c'est que je regardais pas avec assiduité, mais j'avais enregistré un épisode des Vacances de l'amour où il y avait une extraterrestre. Et c'était incroyablement cheap et surréaliste, quoi. Et je me rappelle que cet épisode, je l'avais ramené en soirée. On l'avait regardé entre potes, chez une pote. Et du coup, c'était pour rire du truc. Mais après, évidemment, moi, il y avait toujours cette... on avait de l'affection pour le truc, quoi. Mais on le regardait pour rigoler, oui, on va pas se mentir. Les extraterrestres de merde. C'est Michel Blanc. Regardez ça. Et ça, c'était genre en 99, j'étais en première. Après, je suis parti à la fac. Je me rappelle que, je crois que c'est à l'époque, ça passait sur Fi TV. Je crois que mon ref, il avait le câble. On retombait sur des épisodes la nuit sur Fi TV. Mais ça va aller, oui. Donc voilà, c'était toujours un peu présent dans ma vie, mais pas trop, parce que j'avais pas le câble, tout simplement, et puis parce que j'allais pas passer mes nuits à fumer des joints en regardant Hélène et les garçons. J'avais la coupe historique de Nico quand j'étais à la fac, clairement, mais c'était pas volontaire. Et c'est revenu dans ma vie quand j'étais en coloc avec mon ref, et qu'on avait la Free, deuxième partie des années 2000, on avait AB1 et soudainement on avait les sitcoms de production potentiellement le matin, et j'aimais bien ce délire de foutre ça au petit déjeuner. Et d'ailleurs je suis
toujours resté chez Free depuis, pour clairement cette raison. Même si c'est par phase et que je regarde pas ça tout le temps le matin, c'est rassurant de savoir que je peux. Et alors qu'il y avait eu ce petit retour de hype sur les sitcoms AB avec mon ref, c'est là qu'a été annoncé le retour des Mystères de l'amour, le retour d'Hélène et les garçons via les Mystères de l'amour en 2011. Au Frame Festival la semaine dernière, on m'a dit mais quand tu regardais Hélène et les garçons, que t'as lancé la saga et tout, tu savais que ça existait les Mystères de l'amour? Oui, j'étais tout à fait au fait. Quand la série est sortie, ça nous faisait grave triper avec mon ref de les revoir, rejouer tous ensemble et tout. Et toute la saison 1, je me rappelle qu'on se les matés ensemble et tout. On a arrêté après, mais toute la saison 1, on était à fond dedans, c'était des chouettes moments. Et encore aujourd'hui, je ne regarde pas avec assiduité du tout les Mystères de l'amour, mais je continue de suivre un peu ce qui se passe, parce que c'est pas non plus comme s'il se passait un milliard de trucs, t'arrives de temps en temps, tu regardes où ça en est et tu te dis sacré Azoulay, parce que c'est vraiment ça. Vous me demandez souvent, mais tu regardes vraiment premier degré Hélène et les garçons le matin au petit-déj et tout? Non. Je regarde, en fait je mets en fond, et ça c'est un truc chaleureux, c'est un bruit, c'est rassurant, mais ça n'accapare pas mon attention. Je peux arriver avant la fin d'un épisode, je m'en fous, je peux partir avant la fin d'un épisode, je m'en fous. Faut que ma journée de travail commence, donc si je mate une série, que je suis à fond dedans, c'est un peu comme si je foutais une chaîne d'infos, mais c'est un peu moins anxiogène. Et d'extrême droite. Après, il y a moins d'infos. Je kiffe parce que je trouve que l'univers d'Azoulay il est charmé, parce que c'est un truc avec lequel je tripe avec mon frère. Certains personnages qui nous amusent. Monsieur Gérard, on est fan. Rudy, on est fan. José, évidemment, on est fan. L'anecdote connue, c'est qu'il était décorateur sur les sitcoms AB. Azoulay cherchait un mec un peu cool avec les cheveux longs et tout. Il lui a fait passer des castings. Lui disait, mais je ne joue pas à la comédie. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est une personnalité, un truc, une alchimie. On va voir ce que tu donnes. C'est toujours ça, en fait, Azoulay. Il prend des gars, il les mélange, il regarde et tout, et après il s'amuse. Et le fait aujourd'hui qui continue 30 ans plus tard de jouer ce personnage, forcément quand je le revois gamin, il y a un truc magique et surréaliste qui me fait triper quoi. Le truc qui a cristallisé un peu notre délire avec mon frère sur cet univers, c'est l'axe Nico et José. Parce qu'à la base José c'est un personnage secondaire d'Hélène et les garçons, qui n'est pas là tout de suite, et qui au final est en duo avec Nico, qui est le duo officiel des Vacances de l'amour, c'est eux deux. Donc ça et soudainement ça devient des justiciers, on y reviendra, et ça nous amusait follement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus génial que ce soit eux les stars du dernier épisode de la saga de l'enquête. J'ai réfléchi à comment je pouvais aussi me rappeler d'anecdotes ou de trucs qui montrent que je kiffais les Mystères de l'amour sur cette dernière décennie passée, et je me suis rappelé que le jour de l'élection de François Hollande, j'avais fait un post, que je vous mets là, qui disait ça. Parce que José, il est aussi iconique via son couple avec Béné, c'est pas qu'avec son couple avec Nico. Donc voilà, déjà à l'époque, ça m'amusait de communiquer là-dessus. Forcément, le fait de finir sur le plateau des Mystères aujourd'hui, c'est génial. Donc pour ceux qui, comme moi, ont grandi avec ces trucs-là et qui ont envie de se remater un peu des trucs, il y a AB1, évidemment, la 51 sur la Freebox. Mais sachez aussi que vous avez tout Hélène et les garçons, tout le miracle de l'amour et tous les vacances de l'amour sur YouTube. Il y a tout. Il n'y a pas les Mystères de l'amour, mais tout ça c'est sur YouTube. Donc si vous voulez aller vous remater un peu des trucs et tout, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez gratter autour de gens qui sont passionnés et qui font un super taf sur toutes les sitcoms et productions, il y a le site Sitcomology, qui est fait par des gens que je ne connais pas, mais qui font un taf de dingo. Je vous mettrai le lien en description, et ils font des analyses hyper poussées. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font des blagues, mais ils en parlent aussi très premier degré. Ils ont une approche que j'aime beaucoup sur certains trucs. Bref, c'est carré. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus carré que cette vidéo mal préparée. Il y a des problématiques dans ces séries. Si vous les regardez aujourd'hui, préparez-vous psychologiquement. Moi, je l'évoque pas trop, mais ça a mal vieilli sur certains points. Il y a des trucs un peu macho, il y a très peu de diversité dans la série. Voilà, je dis pas, c'est parfait tout ça. Donc, pour en revenir à mon axe, qui est mon rapport à AB à travers le temps, après les posts Facebook que je faisais sur José, il y a eu l'arrivée des stories Snapchat. J'ai dû commencer en 2015, 2016. À l'époque, je mettais à balle des blagues sur Hélène et les garçons et tout que je matais le matin dans mes stories. Donc je sais qu'à l'époque, je commençais à déjà avoir cette image du gars fan d'Hélène et les garçons. Puis ma chaîne YouTube, avec la première vidéo où je regarde la série au petit déjeuner, puis la lettre que j'envoie et qui me revient, et l'idée de partir sur une enquête, avec pour but qu'Azoulay me valide et m'envoie sur le plateau. 2 ans plus tard, j'arrive enfin à l'atteindre artistiquement. Ça se trouve, en fait, j'en rêve depuis 91, depuis Premier Baiser, de le rencontrer ce gars. Donc 30 ans plus tard, j'y arrive enfin, et je suis donc comme un ouf, parce que j'adore ce gars. Mais pourquoi j'adore ce gars? Qui est-il? Bon, vous avez déjà un peu compris pourquoi, mais on va revenir plus en détail sur qui est ce gars, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait avant, et pourquoi c'est un ouf. Comment tout a commencé? Jean-Luc Azoulay grandit à l'époque des yéyés, enfin il est jeune pendant l'époque des yéyés, j'ai pas tout analysé dans le détail, mais en tout cas je sais qu'il est fan de Sylvie Vartan. Du coup il va l'attendre, dès qu'elle fait une radio, un truc il est là, il guette et tout machin bidule. À l'époque, Sylvie Vartan, son attaché de presse, son assistant, c'est Carlos, le cultissime Carlos. Un jour, à force de voir à quel point Azoulay est déter, Carlos il finit par lui demander, enfin je crois que l'anecdote c'est ça, il finit par lui dire bon au lieu de rien faire, va nous chercher un café, un truc à boire, un machin et tout. Et en fait, il commence à bosser. Enfin, en gros, il remplace Carlos. C'est ça, bon, je suis pas expert, hein, mais il remplace Carlos et il devient manager de Sylvie Vartan. Donc lui, à l'époque, il fait un truc balèze déjà, c'est qu'il passe de fan à manager. Donc ce que je trouve déjà assez fou comme anecdote. Sylvie Vartan part aux States, je crois, et du coup, il a plus de taf. Il s'associe avec son pote Barda,
Claude Barda, donc c'est Jean-Luc Azoulay, Claude Barda, donc AB, Azoulay Barda, il crée AB pour faire de la musique. Je vous passe les détails, hein. Mais en fait, il commence par produire Dorothée en tant qu'artiste musical. Donc ils font des tubes, les tubes hyper connus de Dorothée et tout, c'était avant le Club Dorothée. C'était à l'époque où elle était sur France 2, sur Récréa 2. Et petite précision, la musique qu'ils font, ils travaillent avec Gérard Salès, qui est le gars qui faisait du coup les musiques de Dorothée au début, qui ensuite a fait toutes les musiques du Club Dorothée, toutes les musiques des sitcoms, tous les génériques des dessins animés, et qui aujourd'hui encore fait les musiques des Mystères de l'amour. Et les musiques d'Hélène, parce qu'Hélène, elle a sorti un album il y a 2 mois, enfin c'est toujours avec ce gars qui bosse. C'est pas le compositeur le plus moderne, en tout cas ils bossent toujours ensemble. La fidélité du gars dans le travail, j'adore. Donc ils produisent dans un premier temps Dorothée. Quand TF1 est privatisé en 87, bon ils font un truc un peu rude, mais bon, bah, ils prennent toute l'équipe de Dorothée qui était sur Récréa 2, et ils viennent sur TF1 et ils créent le Club Dorothée. Et là tout pète. Tout pète, alors que eux n'avaient jamais fait de télé, hein. C'était pas des producteurs de télé, ils commencent à construire ce truc, ils se disent allez on y va, et il y a de la place en fait sur la chaîne. Et Moujotte et tout, ils leur commandent à la mort des programmes, et eux ils remplissent, ils achètent des plateaux, ils achètent des trucs de fous dans tous les sens. C'est pas lui qui démocratise, enfin il démocratise les animés en France, mais c'est pas Azoulay qui a eu l'idée. La 5 le faisait déjà. Au sein même du Club Dorothée, il y a des concepts fous, il y a des jeux avec les 3 animateurs, bon je vous résume parce que je suis pas là pour faire... C'est trop long de toute façon. Mais il y a des jeux en plateau, le Splish Splash Splash Blanc, je le dis mal. Ils font une sitcom, avant Salut les musclés, en vrai déjà ils créent une espèce de petite sitcom qui s'appelle Pas de pitié pour les croissants, où c'est les personnages, enfin c'est la team du Club Dorothée qui joue des sketchs absurdes et tout. Et en gros tout est écrit par Azoulay, c'est lui qui crée tout, ça l'éclate, il est mort de rire sur tout. Les 2 trucs moi qui m'avaient grave marqué au Club Dorothée aussi, c'était bon, bah, ça c'est hyper connu, mais il y a la carte de membre du Club Dorothée. Moi j'étais fan, mais j'étais pas au point d'avoir la carte de membre. Mais sachez qu'en France, 700 000 enfants avaient leur carte de membre. Et le truc qui chauffait à fond tout le monde, c'est que le fameux générique culte, ça a été évoqué dans Bref, enfin c'est connu ce truc-là. À la fin de l'émission du Club Dorothée, tous les jours, il y avait une chanson Joyeux anniversaire, et il y avait tous les gens qui sont nés ce jour-là, qui avaient leur carte de membre, leur nom était écrit au générique. Et plus on avançait dans le temps, plus le générique il durait 7 ans, il y avait 700 000 personnes qui avaient la carte. Donc ça c'était ouf. Monsieur Cadeau aussi j'adorais, ils offraient des cadeaux, et il y avait un mec en silhouette derrière un truc qu'on voyait pas, il s'appelait Monsieur Cadeau, il disait tu as gagné. Et le truc aussi qui a bien marqué notre génération, c'est Sahara, le dromadaire extraterrestre, qui était le mec qui leur donnait des missions je crois. Et pour la petite anecdote, pour les gens qui se rappellent, c'est Jean-Luc Azoulay qui faisait Sahara, qui faisait la voix de Sahara. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, les sitcoms, donc la matrice de tout c'est Salut les musclés. Comment lui vient l'idée de Salut les musclés? J'adore, je vous raconte le truc que j'adore, hein. Les Musclés, c'est un groupe de musique. À la base, ce sont des vrais musiciens qui se produisaient avec des chanteurs, qui faisaient des concerts et tout. Ils les ramènent sur le plateau du Club Dorothée parce que le mercredi après-midi, il y avait un show en live de fou. Ils jouaient vraiment des trucs et tout, quoi. Et eux, ils leur fait faire aussi des chansons qui sont cultes, hein, La Merguez Party, La Fête au village, tout ça, qui cartonnaient à l'époque, qui se faisaient défoncer par la presse, mais qui cartonnaient de fou. Et quand ils partaient en tournée avec les Musclés, parce Dorothée faisait des concerts, je crois que c'est elle qui a le record du nombre de Bercy, Dorothée, encore aujourd'hui. Et quand ils étaient dans le bus, avec eux, dans le tourbus, ils se disaient, putain, ils sont marrants, ils ont tous une personnalité, il y a le dragueur, il y a le sérieux, il y a le foufou. Et du coup, il s'est dit, putain, mais en fait, c'est marrant, vous êtes complémentaires, ça serait marrant de faire une série avec vous. On crée un décor, c'est une maison, vous vivez tous ensemble, il vous arrive des aventures absurdes, on rajoute une extraterrestre pour qu'il y ait un peu de folie, et c'est parti, quoi. Alors qu'ils ne savent pas jouer la comédie, enfin, ceux qui connaissent les Musclés le savent très bien. Mais il y a cette complicité, il y a cette magie, il y a cette alchimie, il écrit du sur-mesure pour eux, et ça marche. Et donc dans cette série, il y a Igege, cultissime, qui vit avec eux, qui est une extraterrestre, donc ça n'a aucun sens. Mais il y a aussi Justine, la nièce de Framboisier. Donc ça c'est le truc un peu connu, mais que je vous répète ici parce que c'est trippant et si vous connaissez pas, c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Justine, la nièce de Framboisier, elle prend de plus en plus de place dans la série. Elle a des aventures, un peu de jeunes et tout machin. Du coup il se dit, on va prendre Justine, et on va lui créer sa série. Et on va la voir, elle, dans sa famille, avec ses parents, avec sa grande sœur, avec Monsieur Girard, Madame Girard et Hélène. Ça se développe, ça cartonne premier baiser. Il se dit, Hélène, elle prend plus en plus de place, on va la prendre, et on va faire Hélène et les garçons. Donc c'est spin-off sur spin-off sur spin-off. Et en autre spin-off, dont il reliait les univers, il y avait le miel et les abeilles. Le miel et les abeilles, encore une fois, Lola, c'était la cousine d'Hélène et de Justine. Tous les univers étaient liés, et ça, mais moi quand j'étais petit, tu pètes un câble quand t'es petit sur ce genre de truc. Moi ce que j'adorais, c'était les familles. J'adorais Canal, nulle part ailleurs et tout, parce que c'était tout un groupe de gens qui se kiffaient, il y avait l'esprit Canal, et là en gros il y avait l'esprit Club Dorothée, l'esprit AB, et ça quand t'es petit, et encore aujourd'hui, c'est le genre de truc que j'adore. Les bandes, les équipes, de voir les gens travailler ensemble, les projets qui donnent d'autres projets, les collaborations, les gens qui se mélangent et tout, c'est les trucs que je préfère. Et donc toutes ces séries et toutes ces chansons, parce que tout le monde chantait, il n'y a pas que Dorothée, il n'y a pas qu'Hélène. Dans Premier baiser, il y avait Christophe Ripper qui chantait, il y avait les jumelles, dans toutes les séries, Lola, Mallory Nataf, elle chantait, tous ceux qui voulaient chanter pouvaient chanter. Ils faisaient la promo,
le mercredi après-midi dans le Club Dorothée, le samedi matin dans le Jackie Show. Il devait occuper la moitié du temps d'antenne de TF1. Et surtout, ça faisait du 50% de part de marché, hein, c'était taré. Et moi, ce qui me fait triper, c'est que Jean-Luc Azoulay, donc producteur sérieux, enfin entre guillemets, dans le milieu, les gens ne les aimaient pas. Et la presse les défonçait parce qu'on disait que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, quoi. Mais malgré tout, c'est eux qui géraient tout. À l'époque, c'était la plus grosse boîte audiovisuelle française, voire européenne. Et ce qui me fait triper, c'est que tout ça, c'est Azoulay qui écrivait. Il écrivait toutes les chansons et toutes les séries, sous le pseudonyme de Jean-François Porry. Il avait un nom d'auteur. Et chaque série, si vous regardez, dans chaque générique, il y a écrit par Jean-François Porry. Souvent, il y avait une collaboration, il écrivait pas tout seul, mais il était à l'écriture de tout. Et j'ai fait les calculs de toutes les séries qu'il y a pu avoir, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, hein. Jusqu'au Mystère de l'amour aujourd'hui, ça fait qu'Azoulay, il a écrit plus de 3000 épisodes de séries. J'ai pas compté les chansons, mais je veux dire, ce gars est fou. Et il faut savoir que, genre, Hélène, il a vendu 18 millions de disques. Voilà, pas besoin de... Je vais vérifier cette info quand même parce qu'il y a juste écrit 18 millions de disques et je sais plus si c'est Hélène Dorothée quoi, mais je crois que c'est Hélène. Dernière anecdote que j'aime beaucoup sur Azoulay qui montre bien l'étendue de la folie du gars. Ils avaient acheté à la Plaine Saint-Denis. Aujourd'hui, plein d'émissions de télé se tournent à la Plaine Saint-Denis. À l'époque, il y avait rien. Il y avait rien, c'est eux qui sont arrivés là-bas. Et du coup, ils avaient tout leur studio là-bas, du Club Dorothée, de toutes les séries qui se tournaient en même temps. Et ils en tournaient beaucoup, et ils tournaient tous les jours, parce que toutes ces séries, ils tournaient un épisode par jour, hein, et diffusaient un épisode d'Hélène Garçon par jour. Ce qui explique aussi, hein, c'est ce que j'évoque à la fin de la vidéo précédente, le fait que c'est pas hyper bien joué, que c'est un peu cheapos. C'est parce qu'ils avaient leur texte la veille et qu'ils avaient une prise, deux prises et ils passaient à autre chose. Ils étaient pas en train de faire du Breaking Bad, c'était pas l'idée. Pour moi, ce qui est ouf, c'est qu'Azoulay, il faisait vraiment au mieux avec les moyens qu'il avait. Et ce qu'il a réussi à construire, c'est incroyable. Par rapport à ce qu'il avait, il a fait au mieux et il a créé un truc de taré. Donc voilà, je reviens, dernier exemple qui, moi, me fait triper de fou sur Azoulay, c'est que sur les plateaux, sur le toit de l'immeuble énorme où il y avait tous les studios et tout, il a fait construire une maison. Il a fait construire sa maison, il y a un pavillon, c'est un peu connu cette histoire, il y a un pavillon de banlieue sur le toit, et il vivait là-bas. Il y avait un ascenseur qui montait, donc lui, du coup, il avait son bureau en bas, machin, et il rentrait chez lui, et il faisait des fêtes, il faisait des trucs, c'est surréaliste. Pour ceux qui connaissent, c'est la maison qu'on voit dans le générique du Miel et les Abeilles. Il y a une maison en illustration, c'est la maison d'Azoulay. Et pour les gens plus jeunes, Secret Story était tourné dans cette maison. Relooké bien évidemment à la mort, mais Secret Story, trop pratique, il y avait une maison sur le toit de studio à la Plaine Saint-Denis. Et cette maison, il l'a encore aujourd'hui, il a réussi à la garder, et les comédiens d'Hélène et les Garçons, il y en a beaucoup qui sont partis vivre un peu en province, et quand ils reviennent pour les sessions de tournage, ils dorment dans cette maison. Pas tous, parce que c'est pas une maison gigantesque, mais ils l'appellent le chalet de nos jours, et les comédiens viennent dormir dedans. Et cet été, là, des fois, je voyais des stories des gars, ils font des barbecues et tout, dans la maison, sur les toits. Moi, ça, je meurs, j'adore, je trouve ça génial. Il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de cette maison, je vous mets le lien en description. Je vous mettrai plein de trucs en description, des trucs que j'oublierai de citer, que je mets en description. Même si je pense qu'après cette vidéo, vous aurez envie de faire une petite pause, vous y reviendrez plus tard si vous voulez. Je vous mets des trucs en description. Fin des années 90, genre en 97, je crois, à cause du fait que AB crée un bouquet satellite, qui s'appelle ABSat, qui est en concurrence directe avec TF1. Bon, ça c'est la légende, on sait pas exactement comment ça s'est passé, mais du coup ça commence un peu à foutre une sale ambiance. Et vu que AB, ils produisent la moitié des programmes de TF1, et que bon, c'est un peu retombé, les sitcoms ne marchent plus comme avant, le Club Dorothée marche toujours, mais à un moment donné, voilà, bon, TF1, on sait pas exactement les coulisses, mais ils veulent peut-être changer d'image et tout ça, machin, mais de manière assez brutale, et assez traumatisante pour le Club Dorothée, parce qu'ils ont été prévenus au dernier moment, en gros, tout s'arrête. Alors qu'eux, ça faisait 15 ans, 20 ans, parce qu'avant d'être sur le Club Dorothée, ils le faisaient déjà sur Récréa 2, donc eux, c'est des gens qui passaient leur vie ensemble depuis toujours, et contrairement aux gens d'Hélène et les Garçons qui aujourd'hui ont la chance de continuer de travailler ensemble, eux, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc ça, j'avoue, c'est moins frais. Moi, c'est le truc, quand je vois les extraits d'une dernière émission du Club Dorothée où il pleure, je chiale, clairement. Mais bon, bref, lui, Azoulay, en tout cas, il est deg, mais il a envie de continuer de s'amuser. Son partenaire Barda, lui, dit on arrête la prod, mais on a un énorme catalogue, ils ont acheté des trucs et tout, genre Friends, ils ont les droits de Friends, donc ils ont de quoi faire. Donc lui, il se dit on va se concentrer sur la distribution, sur la diffusion. Azoulay, lui, il est créatif, ça le fait chier, donc il dit non, j'ai envie encore de produire des trucs. Donc du coup, il arrête de bosser avec Barda, il vend ses parts ou je sais pas quoi. Excusez-moi, je mets mes chaussons, j'ai froid aux pieds. Et il crée JLA pour pouvoir continuer de produire des trucs. Il prend donc tous les personnages du Miracle de l'amour, sauf Hélène qui a arrêté, et ils partent sur une île, donc là ils vivent les meilleures années de leur vie. Je dis peut-être de la merde, mais genre le ratio c'est, ils y étaient 20 jours dans le mois, tous ensemble là-bas, sur une île paradisiaque, à kiffer entre potes. Ils ont fait ça pendant 6 ans je crois, et donc cette série pour moi est culte parce que d'un coup c'est le duo Nico et José, enfin ils sont plusieurs, mais qui sont vachement mis en avant parce qu'ils sont hyper complices, et du coup Azoulay comme il fait des sur-mesures, du coup il les écrit potes.
Donc ils ont tous un peu des activités sur l'île. Il y a Jimmy qui a son water sport, il y a Nico et José qui s'occupent de bateaux, il y a des gens qui viennent faire des croisières, donc ils disent bienvenue sur le bateau et tout. Et souvent les gens qui louent les bateaux, en fait ils ont des mauvaises intentions et c'est des méchants. Ou alors il y a des méchants sur l'île à un endroit donné qui vont enlever des gens. Bon ça, c'est à partir des Vacances de l'amour où il y a des enlèvements tous les 3 épisodes, parce que c'est encore le cas aujourd'hui dans les Mystères de l'amour. Dans les Mystères de l'amour, il y a en permanence un personnage qui est enlevé, et ils sont habitués. Quand il y a un personnage qui est enlevé, au moins ils se disent bon bah ça veut dire que c'est pas moi qui vais me faire enlever. Mais dès qu'ils récupèrent quelqu'un, ils se disent bon bah c'est qui le prochain. Et dans les vacances c'était pareil. Et ils savent pas pourquoi, il y a pas de flics sur l'île. C'est l'endroit du monde où il y a le plus de méchants et le moins de flics. Et eux ils se disent on va rester là. Donc ça j'avoue que ça se transforme en Nico et José justiciers qui se battent contre des méchants et c'est mal filmé. C'était un régal. Mais bon là je reviens sur pourquoi je kiffais moi alors que là on est en train de parler d'Azoulay. À noter en gros dans les Vacances de l'amour, donc il arrive à faire revenir Hélène au bout de 60 ou 90 épisodes, enfin au milieu de la série quoi, il y a Hélène qui revient, un certain atout quand même vu que c'est la star à la base. Pour moi ce qui est culte c'est aussi l'arrivée de Rudy, le chauffeur de taxi, qu'il est aujourd'hui dans les Mystères de l'amour. Rudy je t'aime, tu es culte. Et il arrive à gérer aussi dans les Vacances de l'amour le retour de Cricri, superstar d'Hélène et les garçons qui était parti il y a très longtemps. C'est celui qui est, enfin c'est pas celui qui est parti le plus tôt mais c'est l'iconique qui est parti, qui est jamais revenu, qui était pas là dans le miracle de l'amour et qui est revenu à la toute fin des Vacances de l'amour. Pas en très grande forme, mais quand même ça faisait plaisir de le voir. Parce que lui ça a été compliqué parce que c'était une superstar et il voulait chanter, et lui il voulait pas chanter les chansons d'Azoulay, il voulait chanter ses chansons au bar de Jess, et ça n'a pas trop marché et tout, et je suis pas sûr qu'il ait trop kiffé. Bisous Sébastien. J'ai oublié de le préciser, mais dans les trucs marrants des Vacances de l'amour, il y a aussi la présence du chanteur Carlos, le premier mec qui a filé du taf à Azoulay, qui vient jouer au justicier avec les loulous dans quelques épisodes. Bon délire. Et là, parce que je dis toujours ça fait 30 ans qu'ils font la série et tout, mais en vrai non. Il y a eu une pause. Ça s'est arrêté genre, je crois que les Vacances de l'amour ça s'est arrêté genre en 2003, et du coup en fait, les Mystères de l'amour ça a repris en 2011. Donc en fait ils ont eu 7-8 ans sans le faire. Ils ont eu le recul d'avoir essayé de faire autre chose ou pas, ils ont eu le recul d'avoir eu envie de revenir vraiment, ou d'avoir vraiment peut-être aussi besoin de revenir financièrement et tout, je sais pas, je connais pas la vie de chacun. Mais en tout cas je trouve ça cool qu'ils aient eu le temps d'arrêter vraiment longtemps pour reprendre. Et pour le public aussi, parce que pour nous c'était fini, c'était cuit. Jamais de la vie on pensait que ça reprendrait. Et déjà c'était fou que ça ait duré si longtemps. Ah, il y a plus de batterie. Donc la série s'est arrêtée. Il y en a qui sont partis faire autre chose, il y en a qui ont essayé de continuer de jouer la comédie, qui se sont rendus compte malheureusement que c'était compliqué. Mais après je trouve que c'est pas forcément parce qu'on dit toujours AB comme si t'avais une mauvaise image et qu'on dit que dedans ça jouait pas très bien et tout ça machin. Ce qui est compliqué c'est que quand tu incarnes quelque chose d'hyper connu dans la tête des gens, c'est compliqué de jouer autre chose. Friends ça les a grillés de la même manière. C'est juste quand t'as fait Joey, c'est compliqué de jouer dans un autre truc. Donc c'est pas qu'une question de bien ou mal jouer la comédie. Ce serait un peu réducteur je pense de dire ça. Et ça je dis ça aussi pour eux. Philippe, si t'as pas réussi à trouver du taf après dans d'autres tournages, c'est aussi parce que tu es iconique frère. Bref, la série se relance en 2011 sous l'impulsion de Patrick Puydebas, qui joue Nicolas. C'est lui qui propose à Azoulay, mais ça serait pas marrant qu'on relance le truc et tout, et du coup ils le tentent, ils vendent le projet à TMC, et ça marche. Donc ça fait 10 ans que ça passe, et c'est pas la nuit ou le matin, hein, c'est le samedi et le dimanche à 19h ou à 20h. Donc c'est un moment de grande écoute quoi. Et avant que sur cette chaîne il y ait Quotidien ou Burger Quiz, c'était le programme phare de la chaîne. Moi dans mon milieu, ou enfin les gens autour de moi, c'est pas ce qu'ils regardent, donc il y a plein de gens qui étaient pas au courant, même quand j'ai sorti la vidéo et tout, qui ont halluciné, mais c'est un truc qui cartonne en vrai quoi. Dans cette série, il y a des historiques de base qui sont là, comme vous le savez, il y a aussi des nouveaux, plein de jeunes et tout, surtout Elsa Esnou, qui joue Fanny, qui est un peu la deuxième Hélène, la nouvelle Hélène, même si Hélène est dans la série, hein, mais dans le sens où elle chante et qu'Azoulay lui écrit plein de chansons et qu'elle remplit des zéniths. Ça non plus je savais pas, mais elle remplit des zéniths, c'est ouf quoi. Et c'est toujours, les textes sont écrits par Jean-François Porry, aka Jean-Luc Azoulay, et composé par Gérard Salès, le gars avec qui ils ont monté AB dans les années 70. Moi ce qui me fait triper dans les Mystères de l'amour, c'est qu'Azoulay il s'amuse en permanence à faire des clins d'œil aux premières séries. Les personnages parlent tout le temps de la fac, de machin, de trucs et tout, et il fait revenir des persos. Pour le mariage de Béné et José, il fait revenir Sébastien, vous vous rappelez de Sébastien qui était pas dans les Vacances de l'amour, bah là il revient nous faire un petit coucou. Il a recréé le garage culte d'Hélène et les garçons, il est actuellement dans les Mystères de l'amour. Il y a les gars, ils répètent dedans, Hélène elle a ressorti un album, elle a refait des chansons, du coup c'est eux les musiciens. Voilà, vous voyez le genre de délire du gars, il a refait le garage. Tout début d'Hélène et les garçons, il y a un couple, c'est Cathy et Étienne, et la série elle a tellement tout explosé que ça les a dépassés et qu'ils se sont dit ah, ils ont eu peur, enfin je connais pas les détails, hein, mais ils sont partis au bout de 2-3 mois. Et ils ont été remplacés par Sébastien et Ladi. Et bah Cathy, elle est revenue, elle était plus du tout là, du coup elle est partie genre en 92, et elle est revenue genre en 2014, un truc comme ça. Et depuis elle est là, donc il y a Cathy. Il a fait revenir des personnages d'autres séries, enfin pas d'autres séries parce que c'est Monsieur Girard, donc il appartient à toutes les séries, mais il a fait revenir Monsieur Girard et Annette, personnage culte de Premier Baiser. Donc ils ont fait beaucoup parler d'eux en 2013 parce qu'il les a... Annette c'est la meilleure amie de Justine, c'est une adolescente, et Monsieur Girard c'est le papa. Et en fait, elle est fan de lui, elle est tout le temps sur son dos et tout, machin, mais il n'y a rien de romantique. Et dans les Mystères de l'amour, on apprend que Madame Girard a disparu en mer,
et que par la force des choses, Monsieur Girard et Annette se sont mis ensemble. Ça a fait un scandale, hein. Les gens ont pété des câbles. Tout le monde dit on s'en fout des sitcoms, mais par contre quand il s'est passé ça, parce que oui bon bah il y a une certaine différence d'âge, et puis pour les fans historiques du truc, ils se disaient mais c'est bizarre, mais bon ça amuse beaucoup Azoulay, il a pas pu s'empêcher de faire ça, bien évidemment on connaît le gars. Quand tu peux concrétiser un truc d'il y a 30 ans comme ça, c'est beaucoup trop amusant pour qu'il le fasse pas. Le truc aussi qui a fait beaucoup parler à un moment donné, c'est quand il a mis Nico et José en couple. Donc ça, autant vous dire que moi et mon ref, on était comme des oufs là-dessus. C'était genre en 2014. Alors, grande déception, malheureusement, on découvrait dans l'épisode d'après, donc quand même, il a laissé les gens croire à ça pendant une semaine. En fait, c'est un rêve. J'en ai parlé à Patrick et Philippe quand on a tourné ensemble. J'avoue, eux étaient assez contents que ce soit juste un rêve. Il y a eu les fameux épisodes où je crois que vous avez eu une petite aventure tous les deux. Et au final, j'ai cru comprendre que c'était un rêve, c'est ça ? C'est le cauchemar de Béné. C'est le cauchemar de Béné. Et c'est le cauchemar de Béné et le rêve de Jean-Luc Azoulay. Bien formulé. Hein, c'est ça. Très bien formulé. Et quand vous avez lu le texte, vous saviez déjà que c'était un rêve, quoi, j'imagine. On l'a su avant. Au départ, c'était quand même parmi les dîners qu'on faisait avec Jean-Luc, on disait mais fais-nous faire n'importe quoi. On voulait sortir un petit peu des sentiers battus et faire de la vraie comédie. Et voilà, il nous a gâtés. Ouais. J'ai jamais ressenti ça avec aucune femme. Bah moi non plus. Par contre, j'ai un petit peu mal au genou là, derrière. J'ai dû faire un faux mouvement. Mais ça va? Oui, t'inquiète pas. Il y a un bisou, un truc? Je me rappelle dans le bêtisier. Tiens, hein. Ouais, c'est ça, et dans le bêtisier vous y arrivez pas. C'est lequel? Il y en a un de vous deux qui est mort de rire tout le temps. Oui, lui était plus gêné que moi. Oui. Ouais. Mais c'est un grand acteur, il est... Non, mais moi, il est mis devant du sien, ça me pose pas de problème. Le seul truc, c'est qu'il a une barbe qui pique un cactus. Ils sont irremplaçables, toi. On les connaît. Ah ouais. Bah ouais. Oh putain, c'est dur. Coupé. C'était super. Mais c'est un truc qui peut revenir, quoi. Non, vous avez dit à Jean-Luc. Non, c'est marrant une fois. Moi perso, j'espère que ça sera la fin de la série, qu'ils vont être ensemble à la fin de la série. Jean-Luc, moi j'ai deux attentes. De jouer dans la série et d'avoir une histoire d'amour avec Béné, et qu'à la fin de la série, Nico et José soient en couple. Si vous voulez faire plaisir à votre plus grand fan, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Bref, la série marche fort, ils s'y attendaient pas. Ils se permettent du coup d'acheter une grande baraque énorme, celle que vous avez vue dans la vidéo, à Cergy-Pontoise, qui leur sert de décor principal dans lequel tous les personnages vivent, mais qui sert aussi à faire plein d'autres décors qui sont censés être ailleurs. Ils mettent des portes d'entrée d'appart à des portes de chambre, ils bidouillent et tout pour faire genre il y a l'appart de Rudy qui est là. Attends, mais c'est chez Rudy ça? Ah ouais? C'est génial. Du coup ils ont mis une fausse porte d'extérieur quoi, ouais. Comme ça t'as l'impression que c'est un appart. On est chez Rudy. On est chez Rudy là. J'adore, c'est un côté un peu magique quand tu vas sur place, c'est pas aussi culte que si j'avais visité les studios à l'époque où il y avait la cafette qui était en face de la chambre des filles. Ça j'avoue, les décors sont pas aussi iconiques, et quand j'ai été sur le plateau j'avoue j'ai kiffé. Et cette maison elle est juste à côté de la base de loisirs. Et à la base de loisirs, du coup, ils ont adapté le water sport que Jimmy il avait sur l'île, et bah ils l'ont amené, ils l'ont mis à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, qui est juste à côté de la maison. Bref, c'est nimp, Azoulay il enchaîne les saisons, il enchaîne les épisodes, jusqu'à un moment donné, en décembre 2019, où son directeur technique, Jean-Nicolas Thierlot, lui montre ma vidéo, et où il apprend l'existence de ma personne. Moment très important de sa vie. Donc là, ça y est, on a raccordé les rails sur les coulisses de ma vidéo. Il fallait juste que je vous raconte toute ma vie et toute la sienne. Et là maintenant, on a des moments où les destins se sont croisés. Il accepte de me rencontrer, donc je suis comme un ouf. J'y vais, donc je filme pas et tout, je suis vraiment en mode on va discuter, je veux qu'il voit que je suis cool, je vais lui expliquer un peu ce que je veux faire et on va voir ce qui est possible de faire ensemble. J'étais très content et intimidé de rentrer dans son grand bureau avec au mur les disques d'or d'Hélène dans tous les sens, les disques d'or d'Elsa, la photo d'Hélène encadrée avec le premier ministre chinois et Macron, son assistante, parce qu'en fait il dicte des trucs et tout et son assistante écrit avec lui les épisodes, et un énorme bureau avec 11 000 chargeurs à côté de lui, tu sais pas pourquoi, il y a des fils dans tous les sens, bon voilà c'est Azoulay. Le rendez-vous se passe hyper bien, il est ok pour que j'aille sur le plateau pour faire à peu près mon pitch. En janvier je lui envoie un script, j'ai pas de réponse, je le relance en février, j'ai pas de réponse, mais je sais pas pourquoi il me répond pas, je sais pas si c'est parce qu'il m'a pas lu, je sais pas si c'est parce qu'il a pas aimé, je ne sais pas, je suis un peu dans le flou, j'avoue je stresse un peu. Mars 2020, le Covid, le confinement, bon...
Je mets tout ça un peu de côté, je me dis on verra plus tard. On se tape le Covid, j'ai d'autres projets. Au 3e confinement, je me réchauffe là-dessus parce que je vois que eux ils ont repris les tournages depuis longtemps. Et au final, je me dis qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas que je repasse par Azoulay, il faut que je recontacte Jean-Nicolas Thierlot, mon fameux sauveur, enfin le gars qui a rendu tout possible. Et je lui envoie un mail en lui disant tu travailles toujours chez JLA? Putain, s'il me disait non, j'étais dégoûté. Et est-ce que tu penses que Azoulay serait chaud? Est-ce que tu penses que je pourrais lui faire une petite vidéo pour le chauffer? Je me dis c'est le plus simple, je lui fais une petite vidéo, je lui rappelle ce que je veux faire, je mets derrière moi un peu des éléments qui rappellent que je suis bien un fan hardcore. Il dit qu'il est ok, je suis trop content, je tente quand même parce que moi, comme vous avez compris, j'avais envie de lui rendre hommage, donc j'aurais bien aimé qu'il soit dans la vidéo. Donc je demande à Jean-Nicolas de lui demander. Il me dit en général il est pas trop chaud, il refuse un peu et tout. Il a accepté. Du coup j'écris les scènes, celle avec lui et celle sur le plateau. Je les réécris avec mon grand frère, qui est assez fort en dialogue et avec qui je travaillais avant sur les gars en t-shirt. Et sur Dr Cac, un programme de détournement sur France 5, dont on faisait partie des nombreux auteurs et dont certains épisodes qu'on a écrits nous tuent de rire. Je vous mets une playlist Dailymotion de nos épisodes préférés en description pour les amateurs de détournement. Restons en Chine, je t'aime, José. C'est fini, je rentre en France. José, oh. J'amène le texte à Azoulay, évidemment il le suit à moitié, hein, enfin même très peu. Enfin il sait où il doit aller, à la fin il s'amuse avec moi, il me fait tourner en bourrique et tout, comme on pouvait s'y attendre. Et le truc auquel je m'attendais pas du tout, et qui s'est passé en direct, c'est que du coup, je vais vous mettre l'extrait, c'est que moi j'attends qu'ils me disent venez voir sur le plateau, et à la place, il me dit ça. Comment vous pouvez me rassurer sur le fait qu'Hélène va bien et que tout va bien? Et que cette série, c'est pas un truc bizarre pour me manipuler? J'ai un rôle pour vous peut-être dans le ministère de l'amour. Ça serait pas idiot. Vous allez faire martien chez le ministère de l'amour. Je vais jouer un martien dans le ministère de l'amour? Ouais, c'est pas bête, hein? Mais du coup, moi je suis pas un martien. Parce qu'Hélène, elle est Hélène. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que vous connaissez vos parents? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas adopter, qu'ils ne vont pas trouver dans une soucoupe volante? Faudrait que je leur renvoie un petit texto pour vérifier. J'ai fait des petites recherches sur vous avant que vous veniez. Vous êtes un martien. La famille de Igueugue? Non, pas du tout. Igueugue, c'était la planète Vega. Mars, c'est autre chose. Je suis un peu perplexe, mais en même temps, je suis content, je crois. Je disais, je vais avoir annoncé comme ça, j'aurais peut-être pu prendre plus de ménagement. J'ai hâte de retrouver du coup la vérité sur qui je suis. Et retrouver Hélène. N'oubliez pas que c'est Hélène que vous cherchez, c'est pas vous. Hélène sera sur le plateau. Hélène sera sur le plateau. C'est juré. Absolument. Très bien. Très bien. Et je vous remercie encore. Parfait, merci à vous. Mais vous allez vraiment me faire jouer dans la série du coup là? Bah oui. Ok. La question de premier degré ou deuxième degré, je sais plus là. Quel âge tu as? J'ai 37. Non plus, on sait pas. Donc au final, on n'est pas parti là-dessus parce que je suis trop vieux pour jouer le rôle. Il n'avait pas réfléchi trop en amont à ça. Mais ça risque d'arriver, ce truc-là. Jean-Nicolas m'a dit l'autre jour qu'il lui a dit mais il faut que je lui écrive un rôle d'ailleurs. Donc il est possible que je rentre dans cet univers, dans le Azoulay Universe là, le AB Productions Universe, qui est, je le rappelle, bien plus fou que le Marvel Cinematic Universe. Il est éclaté le MCU à côté. Donc ça, c'est le truc ultime. Il reste encore une étape possible. Bon voilà, vu ce que je vous raconte depuis 3h15, imaginez-vous à quel point ça serait fou pour moi d'entrer dans cet univers. Je vous tiendrai au courant de ça sur Instagram. Et je vous disais tout à l'heure que lui, son délire, c'est les extraterrestres, les trucs loufoques et tout machin. Du coup, il me propose ce rôle d'extraterrestre, donc ça veut dire que dans les mystères de l'amour, encore aujourd'hui, il y a des extraterrestres. Donc des fois, les spectateurs doivent se dire « Hein ?» Et regardez l'échange qu'on a à ce propos. On peut juste faire imaginer... là, je vous dis pas ce que je vais dire, mais on imagine c'est à la toute fin de la vidéo et je reviens vous voir. Ok? D'accord. Excusez-moi, juste une chose. Oui. Comment vous savez tout ça sur le fait que je suis martien? Enfin, vous avez l'air très très renseigné. Je peux pas tout vous dire. Vous êtes mon père? Non, pas du tout, je suis pas martien. Ça aurait fait une belle fin si vous étiez mon père. Non, je suis pas votre père. Votre père est un homme très bien. Donc les extraterrestres existent? Bah, vous en êtes la preuve. Parce que quand on regarde bien dans Hélène et les garçons, il n'y a pas trop d'extraterrestres. Alors que Hélène, c'est la sœur de Justine, qui est la nièce de Framboisier, qui vit avec une extraterrestre, Igueugue. Bah oui. Donc dans le monde d'Hélène et les garçons, il y a des extraterrestres. Il y a des C'est vrai qu'ils ne sont jamais apparus avant les vacances de l'amour, avec l'épisode où il y avait les extraterrestres habillés en infirmier là. Non, c'était une extraterrestre qui mangeait des homards avec la coquille. Ah oui, c'est vrai. Vous avez tout mélangé, c'est-à-dire que en réalité, pour ne pas que les terriens sachent que c'était une extraterrestre, c'était déguisé en infirmier. Il avait fait croire qu'elle sortait d'un hôpital psychiatrique. Vous vous souvenez pas? Je me rappelle d'un mec avec un col roulé rouge qui disparaît comme ça là, avec des bandes. Absolument. Et lui, c'est un extraterrestre aussi, c'est ça? C'est mon père, lui, peut-être? Non. Est-ce que mon père est dans l'univers étendu des séries et des garçons? Votre père, c'était un ami, mais il n'a jamais voulu tourner. D'accord. Et j'ai une dernière question. Oui. Giant Coucou, extraterrestre ou pas extraterrestre? Non, Giant Coucou n'est pas d'extraterrestre, c'était un berrichon. Et Harry? Harry non plus, non, j'ai employé très peu d'extraterrestres. Anthony Dupré, peut-être? Non, aucun. Non, je n'ai pas employé d'extraterrestres, sauf dans les vacances de l'amour, l'épisode que vous avez vu. Valichéry, non? Autre truc marrant qui s'est passé pendant le tournage, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il tripait sur le fait de ramener des anciens personnages. Il y a un perso iconique qui était jamais revenu, c'était Étienne, le mec qui est parti en même temps que Cathy, en 92. Et bien Étienne, il est revenu dans la série cette année.
Le mec, il a fait 92, il part et il revient en 2001. Et le retour d'Étienne, il me l'a appris en direct pendant qu'on tournait. Donc autant vous dire que je suis un peu sorti du perso, quoi. Le perso qui est pas censé savoir que les mystères de l'amour existent, tout d'un coup il me dit qu'il y a Étienne, bon bah voilà. Hélène va bien. Hélène va très bien. Vous pouvez la voir dans les mystères de l'amour, avec toute la bande. Ouais, José, Nicolas, Cricri, tout ça quoi. Qui manque? Qui manque? Ouais, qui manque? J'en ai. Qui, Étienne, tout ça. Étienne, non. Étienne, si. Il y a Étienne. Ah, il revient. Ah, à bientôt là. Ah ouais? Ah, c'est génial. Ah ouais? C'est un scoop. Je suis pas censé tout court. Donc là, faut que je brille. Je reviens. Bientôt dans le piège. Une fois ce tournage terminé, on va voir Valérie Martin, la chargée de prod, pour trouver un jour où les 3 comédiens, Hélène, Patrick et Philippe, sont là le même jour dans la maison. Donc ça commence à se concrétiser. Maintenant, il faut qu'ils acceptent. Patrick et Philippe, je me dis ça va. Hélène, je sais, j'espère, enfin c'est surtout que c'est très important. Si Hélène ne peut pas, c'est très compliqué. Comme le truc tourne autour d'elle, j'ai peur qu'elle se dise mais c'est quoi cette histoire de gars qui me cherche quoi. Et la veille du tournage, je reçois ce texto qui fait plaisir. Je veux dire qu'après toute cette enquête, toute cette galère, tous ces censures YouTube, tous ces trucs et tout, où vraiment je me disais j'y arriverai jamais, quand je reçois ce texto, je suis content. Sur le plateau, j'amène 2 potes à moi, Fabien et Sid. Sid, que vous connaissez si vous me suivez sur Insta, ou que vous connaissez si vous regardiez les gars en t-shirt à l'époque, pour cadrer, pour que j'ai 2 cams, pour que ça aille plus vite et pour qu'on puisse improviser avec Nico et José et tout. En général, sur ma chaîne, je me démerde pour faire tout seul, mais là, je vais sur le plateau des Mystères de l'amour, non, faut pas déconner, non, on va faire ça bien. Je retrouve Philippe et Patrick, on fait des petites lectures. Bon bah c'est un kiff d'entendre notre texte dans leur bouche déjà et tout, c'est trop cool. On tourne la scène, ils sont pros, ils sont bons, je kiffe, ils font pas les choses à moitié, ils se donnent et tout, c'était trop cool. Puis Hélène arrive. Alors moi j'étais très concentré au final, donc j'ai réalisé pas vraiment ce qui se passait, mais c'est quand même fou, ce moment où je rencontre Hélène. Ça va? Ouais. Bah ça fait plaisir de vous voir. On a fait la petite scène avec eux, là on était au moment où vous nous rejoignez. C'est pas bien compliqué, en gros, il y a un petit jeu sur la chanson iconique. Bah oui. Vous pouvez le dire bien s'il vous plaît? Hélène, je m'appelle Hélène. On tourne la scène, ça se passe bien, on fait la petite scène ensuite devant le portail et tout, où je les trouve vraiment très marrants et tout. À faire, c'était un kiff, ça marche bien, je suis vraiment très content du résultat et merci et bravo à vous les gars. Après le tournage, on discute un peu, on fait des photos. Il me signe des autographes, enfin voilà, fanboy tranquille quoi. Donc je l'ai fait pour qui? Pour Aurélien. Pour moi. Aurélien, pour toi. C'est marrant parce que c'est les seuls autographes de ma vie que j'ai fait signer. En général, les gens que je kiffe, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. Mais là, j'avoue quand même, c'est stylé quoi. J'ai pas fait que le fanboy, vu qu'on a travaillé ensemble aussi. Mais ouais, j'avoue, là, il me fallait mes autographes. Il fallait mes petites photos, mes petits autographes. J'ai oublié de le préciser, mais dans les trucs marrants des Mystères de l'amour, il y a aussi la présence de Franck Delay, des To Be Free, qui a un rôle important dans la série et que j'ai aussi pu croiser sur le plateau. On a mangé sur place, Jean-Nicolas nous a fait visiter les 11 000 décors. On a vraiment été hyper bien reçus, c'était... Enfin, il y a une bonne ambiance, c'est cool, c'est... Puis eux, bah, ils bossent ensemble depuis 30 ans, donc oui, il y a une bonne ambiance, ouais. Sinon, ils seraient pas là, hein. Donc voilà, c'était une super expérience. Je suis un peu pris de court parce que je dois me barrer. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais cet enregistrement. Mais je pense que là, vous l'avez compris, c'était un kiff. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont rendu ce truc possible. Merci à tous les gens qui me suivent et qui m'ont aidé à la retrouver vraiment premier degré, que ce soit sur YouTube, sur Insta et tout. Vous avez été vraiment hyper réactifs et hyper marrants autour de toute cette histoire. Il y a un moment donné où les gens que je croisais dans la rue, ce qu'on me disait le plus, c'était « Alors, t'as trouvé Hélène ?» C'était trop cool d'avoir ce truc de complicité avec vous qui se termine aujourd'hui. Les gens qui sont encore là, bon bah gros bisous, je vous aime fort. Si vous êtes encore en train de m'écouter après 3h15, c'est la famille. Donc merci à Azoulay encore une fois, pas que d'avoir accepté que je fasse ça, mais pour tout ce qu'il a créé depuis tout ce temps. Merci à ceux qui l'ont laissé faire toutes ces bêtises. Merci pour tous ceux qui l'a fait kiffer pendant 30 ans. Que ce soit dans le public ou que ce soit les gens qui l'a fait bosser. C'est juste un mec qui s'amuse quoi, qui se dit bon bah qu'est-ce qu'il y a à faire, il y a qui, il y a quoi sous la main, comment on peut s'amuser, qui y va, qui fonce et qui s'en bat les couilles de ce qu'on dit et... Bravo quoi, c'est ça qui est beau, si tout le monde pouvait faire ça, putain. Merci évidemment à tous les comédiens, à Patrick, Philippe et Hélène. Puis si Hélène t'acceptait pas, c'était niqué. Et là tu nous as offert une fin magnifique. Patrick et Philippe, vous êtes le duo iconique tripant, je suis trop content d'avoir fait ça avec vous. Je suis content que ça existe, c'est n'importe quoi que ça existe cette vidéo. Merci évidemment à toutes les équipes qui m'ont aidé et tout, à Valérie Martin qui a été très cool. Évidemment à Jean-Nicolas Thierlot, j'imaginais pas qu'il y aurait un gars aussi chambé qui m'aiderait dans cette aventure. J'espère que j'ai réussi un peu à vous transmettre pourquoi je kiffe tous ces trucs là, parce que c'est toujours pareil, en vrai si tu connais pas Hélène et les garçons, de base tu peux pas, tu t'en fous de ce que je raconte, tu dis oui bah je connais pas, donc en vrai je m'en branle. Mais voilà, j'espère que j'ai quand même réussi à vous montrer un peu pourquoi c'était cool, et j'espère que vous aussi vous avez vos kiffs du genre sur des univers différents. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est Harry Potter, par exemple, Harry Potter c'est un... Ah, j'ai un coup de fil, je suis en retard à mon rendez-vous. Ça, c'est incroyable aussi pour des gens, je sais, d'avoir... Quand t'as le même âge que les gars, ou quand t'es un peu plus jeune que eux et que tu grandis avec eux sur une saga sur autant de temps, c'est magique. En plus, Harry Potter, c'est un peu plus classe de dire qu'on est fan d'Harry Potter et les garçons, c'est un peu la honte. Mais pas pour moi, j'assume, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, au moins, vous comprenez pourquoi.
les 4 personnes qui sont encore en train de me regarder. Donc voilà, gros bisous à vous. Je suis content d'avoir pris le temps de vous parler de tout ça. J'ai essayé de pas donner trop d'infos pour que ce soit un peu compréhensible, mais il y a des milliards de choses que j'ai envie de raconter. Je pense que c'était un peu inintelligible si on connaît rien à tout cet univers-là. J'espère quand même que vous avez appris des trucs, compris des trucs, et que ça vous a fait kiffer. Non mais faut que j'arrête, j'arrive, ça y est, je suis lancé, j'arrive pas à m'arrêter de parler, mais j'ai tout dit et je suis en retard. Donc on y va, gros bisous, à très bientôt, salut.